Mesdames et messieurs, bonsoir. Quand on parle de biodiversité, à quoi cela vous fait penser? Dans ce nouveau numéro de votre magazine Les changements climatiques, nous abordons la question de la biodiversité et spécialement de la conférence internationale qui réunit chaque 2 ans les décideurs et spécialistes du domaine. Un accent particulier sera mis sur la participation du Togo à la 16e conférence des parties sur la biodiversité qui s'est déroulée dans un premier temps à Cali en Colombie du 21 octobre au 1er novembre 2024 et dans un second temps à Rome, la capitale de l'Italie, du 25 au 27 février 2025. Pour parler de tout cela, nous recevons pour vous M. Jonas Komi Ante. Il est juriste environnementaliste et chef section normalisation et fiscalité forestière à la direction des ressources forestières du Togo. Monsieur Ante, bonsoir et merci d'accepter notre invitation. Bonsoir, c'est un honneur pour moi d'être l'invité pour parler de la participation du Togo à cette grande conférence. Alors, tout à l'heure dans mon introduction, je posais la question de savoir quand on parle de biodiversité, à quoi cela fait-il référence? Merci. En réalité, la biodiversité, généralement les gens le disent qu'il s'agit donc de la variabilité du vivant. Alors, mais quand nous allons dans la convention elle-même, la convention sur la diversité biologique, la convention va définir cela dans son article 2, la notion même donc de la biodiversité. La convention va en parler donc de 3 éléments importants. Le premier élément, c'est de comprendre qu'il s'agit évidemment donc de la variabilité des espèces, mais en leur sein également la variabilité donc de ce vivant-là au sein donc de l'espèce même. Mais il faut déjà comprendre le terme biodiversité parce que c'est une composition. Quand vous prenez, vous avez le terme bio et vous avez le terme diversité. Donc dans bio, bio vient en fait donc du mot grec bios, donc qui signifie la vie. Voilà. Donc vous avez donc la diversité du vivant. Alors donc dans la diversité du vivant, vous avez 3 notions comme je le disais. La première donc c'est la diversité donc de l'espèce même, les différentes espèces que nous pouvons avoir, que ce soit la faune ou la flore. Mais en son sein, vous avez la diversité génétique. Donc, qui permet de pouvoir distinguer au sein même donc d'une même espèce un ensemble donc de variétés génétiques que vous pouvez voir. Vous pouvez voir le singe à ventre rouge, le singe avec d'autres caractéristiques, ainsi de suite. Donc, on parle donc de la diversité génétique. Mais au-delà de ça, le troisième élément, c'est la diversité écosystémique. Donc, quand on parle de la biodiversité, les gens limitent ça souvent aux animaux, à la flore, aux végétaux, voilà, ainsi de suite. Mais c'est aussi la variabilité de l'ensemble donc, des écosystèmes qui existent. Quand vous prenez les zones humides, ça présente un écosystème particulier au sein duquel donc, il y a un certain nombre de vies, un certain nombre d'espèces qui ne sont que conditionnées, dont la vie est conditionnée par l'existence de ce type d'écosystème. Sans cet écosystème, il y a certains espèces que vous ne pouvez pas retrouver. Donc, la Convention intègre donc, dans les principes même donc, de la biodiversité la notion donc, de la diversité écosystémique. Alors, cela veut dire que le domaine est un peu vaste, si on peut le dire ainsi, et très capital, ce qui fait l'objet d'une conférence internationale qui réunit, comme je l'ai dit également dans mon introduction, chaque 2 ans les experts, les spécialistes du domaine dans le monde, autour d'un événement communément appelé COP, si je ne me trompe pas. Oui, la COP, c'est la conférence des parties. Voilà, justement. Et en 2024, on a assisté à la 16e conférence de ces parties-là qui s'est déroulée à Cali, en Colombie. Alors, que peut-on retenir de cette conférence? Il faut dire qu'à Cali, faisait partie donc fait partie des grandes conférences très attendues parce qu'en 2022, en décembre 2022, il y a un accord qui a été conclu. Bon, en fait, pas un accord, c'est peut-être très dit, mais une résolution qui a été prise, donc une décision fondamentale, notamment le cadre mondial pour la biodiversité. Alors, ce cadre est adopté pour être mis en œuvre, puisque en réalité, pour pouvoir atteindre les objectifs de la Convention, la conférence des parties
donc, met en place un plan stratégique tous les 10 ans. Vous avez l'ancien plan qui s'est déroulé de 2010 à 2020, que nous appelons souvent les objectifs d'Aichi. Ces objectifs donc, ont atteint donc, leur apogée à partir de 2020. Et il fallait forcément donc, avoir un nouveau cadre pour la décennie future. À cause de Covid, donc, les péripéties liées donc, aux difficultés pour tenir les conférences et autres, donc ça fait qu'en 2020, on n'a pas pu avoir la conférence. La COP16 devait avoir lieu en 2020. En 2020, voilà. Alors, donc, 2022, 2 ans après, donc vous voyez que déjà, on était un peu déjà en retard. Voilà. Donc, nous n'avons que 8 ans pour pouvoir donc redresser un certain nombre de choses. Puisqu'à la fin de chaque plan décennal, effectivement, il fallait avoir un rapport global qui définit l'état des lieux donc, de la biodiversité et l'effort qui a été entrepris par les États. Et le constat était amer parce qu'on a constaté que les objectifs d'Aichi n'ont pas vraiment, en tout cas, n'ont pas été atteints globalement. Alors, par rapport au constat, on a vu que vraiment, il y avait beaucoup de problèmes. Les causes donc, de l'échec des objectifs d'Aichi, vous avez les questions de financement qui étaient vraiment au centre donc, du. Et c'est pour cela que le cadre mondial pour la biodiversité, qui a défini 23 cibles, il y a une cible particulière qui est consacrée à la mobilisation des ressources. Comment faire pour que les actions qui sont définies par les États, ou en tout cas par décision donc, de la conférence, que ces actions ne soient pas simplement une chimère, mais que cela soit une réalité donc, sur le terrain. Et voilà, le cadre a été adopté et les engagements ont été pris, aussi bien par les pays en voie de développement que les pays développés. Donc, Cali était le rendez-vous pour faire l'état des lieux de la situation 2 ans après l'adoption du cadre mondial, évidemment. Il fallait voir ce qui a été fait en termes d'avancée dans la mise en œuvre donc, des objectifs, les cibles qui ont été définies. Et donc, Cali devait permettre donc, de voir ce que le niveau d'état des lieux, en tout cas de l'avancée en termes de promesses sur le financement par les pays en voie de développement, et ce que nous, les pays en voie, pas les pays développés, et ce que nous, les pays développés, les pays en voie de développement, donc a fait comme promesse. Alors, de façon brièvement, qu'est-ce qu'on peut retenir comme objectif principal de cette COP-là qui s'est déroulée à Cali? Alors, comme je le disais, le premier, nous pouvons catégoriser donc les objectifs principaux donc, pour la COP16 en 3 catégories. La première, ou en tout cas le premier niveau d'objectif, c'était vraiment de voir l'état d'avancement sur la révision au niveau national d'ESPAMB. C'est-à-dire que quand on définit au niveau international un cadre stratégique pour les 10 ans, le cadre stratégique sur 10 ans, c'est au niveau mondial. L'implémentation ne peut pas avoir lieu directement. Il faut que les États prennent des mesures concrètes au niveau national, adaptées à leur contexte et à leur réalité. Et donc, du coup, c'est ces documents que nous appelons les plans, les stratégies et plans d'action nationale. Donc, la stratégie et plan d'action nationale, c'est un document phare qui donne les orientations donc, sur les mesures que l'État entend mettre en œuvre pour répondre à ses obligations vis-à-vis donc, du plan stratégique qui a été établi. Donc, sur le premier niveau, c'était de voir comment les États ont pu faire par rapport à la révision de ces cadres-là. Parce qu'il faut quitter les objectifs d'Aichi pour intégrer maintenant les objectifs, les nouveaux objectifs et les cibles définis par le nouveau cadre mondial. Donc, on parle donc de la révision donc, des stratégies et plans d'action nationaux. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, donc, il fallait aussi, évidemment, voir qu'est-ce qui a été fait par les pays développés par rapport au niveau de financement. Puisque, comme je le disais, le déficit financier a été criard. Et on a constaté que l'échec des objectifs d'Aichi, donc, en tout cas, tout trouve l'échec des objectifs d'Aichi, de la mise en œuvre des objectifs d'Aichi, trouve donc son fondement dans le déficit de financement. La cible 19 particulièrement du nouveau cadre mondial dit clairement que les États doivent pouvoir financer pour compenser donc l'effort
Des pays en voie de développement. Pour les pays, pour aider les pays en voie de développement. Je vais expliquer un peu parce que sur ce niveau, oui. À ce niveau plutôt, beaucoup de pays ou bien en tout cas beaucoup d'acteurs pensent que l'Afrique va souvent à ces conférences pour supplier en tout cas les pays développés, qu'on tend toujours la main et autres. Mais il faut comprendre cette notion donc, de responsabilité commune et différenciée, c'est beaucoup plus vu en matière de changement climatique, c'est clair. Il y a une corrélation directe donc, entre la conservation de la biodiversité et les changements climatiques. Quelqu'un pouvait dire même que si on arrivait à conserver la biodiversité, on aurait résolu au moins 90% des problèmes des changements climatiques. Alors, les pays développés ont utilisé leurs ressources naturelles pour se développer. Ils ont tout pillé, puisque à l'époque, évidemment, avant des années 80, c'était l'utilisation de la biodiversité à souhait. Parce qu'on ne s'en rendait pas compte qu'en fait, en détruisant, nous sommes en train de remettre en cause notre futur. C'est pour cela qu'à partir de 90, les conventions de Rio vont naître. Parce que les États vont comprendre que ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de remettre en cause le futur, notre futur. Et donc, en tout cas, hypothéquer la génération future. Et c'est pour cela que les conventions ont été adoptées. Mais heureusement que l'Afrique n'avait pas aussi utilisé ses ressources en tant que telle. C'est maintenant que l'Afrique voudrait bien utiliser ses ressources pour se développer. Mais là, on dit non, stop. Vous ne devez plus utiliser vos ressources. Parce que là, si vous utilisez, vous faites comme nous, eh bien évidemment, la terre, c'est fini, on est foutu. Et donc, si nous ne pouvons plus nous développer sur la base de nos ressources, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut une compensation. Donc, c'est un droit en réalité. Soit ils appuient, ils accompagnent donc les pays ou les pays décident, les pays en voie de développement, ou eux aussi décident donc d'en exploiter. Et c'est là le problème. Donc ça, c'est la raison pour laquelle la cible 19 dit clairement, donc c'est vrai, on n'a pas dit que les pays en voie de développement vont juste rester et croiser les bras. Non, nous avons beaucoup d'efforts à faire. La mobilisation des ressources au niveau interne, mais on sait que cela n'est pas suffisant parce que le déficit est criard. L'état des lieux qui a été fait dit clairement qu'il faut 200 milliards de dollars d'ici à 2030 pour répondre aux objectifs donc, du cadre mondial. Et c'était dit que donc de 2022 à 2025, les pays développés devraient mobiliser donc de 20 milliards de dollars d'ici à 2025 et 30 milliards de dollars d'ici à 2030. Donc à Cali, il fallait voir l'état des lieux pour voir le niveau d'effort de mobilisation des ressources. Mais je ne vous dis pas, c'était la surprise, puisque évidemment, on était à peu près à 250 millions de dollars, ce qui est insignifiant face à 20 milliards de dollars, puisque 2025 est à côté. Justement. Était à côté, puisque en somme, c'était en 2024, excusez-moi. Voilà, évidemment. Alors, donc, voilà l'état des lieux qui devait être fait également pour ça. Et deuxième, ou en tout cas troisième objectif, c'était effectivement de voir quels sont les mécanismes à mettre en œuvre pour vraiment faire en sorte que le financement de la biodiversité devienne de façon durable. C'est-à-dire que ce qu'on a fait, le fonds qui est défini pour 2030, c'est un fonds provisoire. C'est juste un fonds spécial d'ici à 2030 pour pouvoir mettre en œuvre donc, le cadre. Parce qu'on a vu que les objectifs d'Aichi n'étaient pas sortis d'un fonds, c'est pour cela qu'il y a eu des chèques. Donc ce cadre devait être doté d'un cadre de financement. Donc ce cadre de financement dont je parle de la mobilisation de 30 milliards, c'était juste pour 2030. Alors la question est de savoir qu'est-ce qu'on fait après 2030. Donc Cali également était un rendez-vous pour que les États discutent donc, de comment on fait pour rendre durable le financement de la biodiversité. Ok. Alors le Togo a effectivement participé à ces travaux. Quels étaient les objectifs particuliers du Togo en allant à Cali? Les objectifs pour le Togo étaient triples. Le premier niveau, c'était de présenter l'effort du gouvernement togolais par rapport au niveau de révision donc de SASPAMB. Voilà, pour que effectivement la communauté internationale voit l'effort qui est fait donc, au niveau de la mise en œuvre donc, du CAP, parce que tous les pays avaient donc, un engagement, comme je l'ai expliqué. Alors, deuxièmement, il fallait effectivement voir dans quelle mesure avoir des approches, ou en tout cas des approches bilatérales
qui permettrait de pouvoir engranger ou en tout cas avoir les financements nécessaires pour répondre aux différentes cibles qui sont définies par notre SPAMB. Donc la recherche de partenariats, voilà, des discussions avec des PTF pour pouvoir voir dans quelle mesure on pourrait donc avoir des financements. Troisièmement, l'autre objectif, c'était effectivement de pouvoir lutter pour qu'il y ait fondamentalement l'assise, donc l'adoption d'une décision en bonne et due forme sur un fonds spécial dédié à la biodiversité pour le futur. On ne voudrait plus connaître les mêmes sorts où on arrive à 2030 et qu'il n'y ait pas fondamentalement un cadre durable de financement. Donc le Togo devait œuvrer fondamentalement aux côtés donc, du groupe Afrique, voilà, pour pouvoir atteindre donc, les objectifs en matière d'institution d'un fonds spécial dédié à la biodiversité. Et de façon concrète, sur le terrain à Cali, comment s'est faite la participation de la délégation togolaise? Okay. Alors, comme je viens de le planter comme décor, vous savez, l'Afrique, depuis un certain temps, a commencé par mieux s'organiser. Dans le temps, on allait en rang dispersé et on n'arrivait pas à s'en sortir parce que quand on prend un petit pays, bon, quand je dis petit pays, c'est entre guillemets. Voilà, on comprend. Donc, votre voix ne peut pas aussi porter que ça. Malheureusement, l'Afrique n'est pas membre donc, de la CDB, comme par exemple l'Union européenne. Quand vous prenez l'Union européenne parle au nom donc, de l'Union européenne et de ses 27 pays membres. Vous voyez. Donc ça donne plus donc, de force. Quand eux ils s'expriment, on dit mais c'est 27 pays qui parlent. Alors l'Afrique, il fallait trouver un moyen. Puisque nous ne sommes pas membres pour qu'on puisse parler de notre nombre qui est autour de 55 et autres, évidemment, il fallait trouver un moyen de parler d'une même voix, d'une seule voix. Et c'est ce que l'Afrique a fait depuis la COP, je crois, ça doit être la COP 14, à partir de la COP 14, voilà, la COP 14, déjà les choses ont commencé par changer à Cancun. L'Afrique a commencé par parler donc d'une seule voix. Comment ça se fait de façon concrète? C'est que nous nous organisons. Nous nous organisons et nous définissons en termes d'acteurs présents et qui représentent donc l'ensemble des délégués. Par exemple, moi je suis juriste de formation. On sait que je peux être utile sur la démonstration donc en ce qui concerne l'interprétation des dispositions. Donc s'il y a une question fondamentale qui se pose, comme ce fut le cas d'ailleurs du fonds en question, on va en venir. Il fallait vraiment avoir aussi des juristes à côté pour mieux s'exprimer sur ce point-là, pour que les autres pays comprennent, sachent qu'à un moment donné, l'Afrique regorge maintenant donc, des ressources nécessaires, des compétences pour comprendre donc, les faits et les enjeux qui sont donc, discutés au niveau international. Donc, en ce moment-là, on va mettre en place des équipes. Donc on sait que tel pays, le Tchad, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, voilà, vous êtes des pays lead. Voilà. On parle donc des pays lead et les pays de soutien. Donc vous êtes lead sur une question, ça voudrait dire que quand la question, là, le sujet là, est discuté, tous les autres États se taisent d'abord, tous les autres pays, pour éviter donc d'aller en rang dispersé. Nous nous organisons, on présente ça au groupe Afrique d'abord, et tout le monde est d'accord. Les autres pays ici ne sont pas d'accord sur une question, ils vont donc donner des suggestions. Et l'équipe des pays lead donc prennent ça donc en considération. Donc on vous attend de vous prononcer d'abord au nom du groupe Afrique, avant que les autres pays maintenant ne soutiennent votre position. Et là maintenant, on commence par comprendre que non, le Togo a parlé, mais il n'a pas parlé comme Togo, mais il parle au nom donc, de l'Afrique. Voilà donc comment l'organisation est faite. Et donc le Togo était chargé, particulièrement pour les questions sur lesquelles nous avons été lead. Je peux parler donc de 3 questions majeures. La première question, la première problématique sur laquelle le Togo a porté, donc en tout cas l'argumentaire donc de l'Afrique, c'est la reconnaissance des personnes d'ascendance africaine. Donc on parle donc des afro-descendants, parce qu'il y avait une décision qui devait être prise donc à Cali pour reconnaître l'importance et la contribution de ces personnes-là dans la conservation de la biodiversité. Parce que ce sont nos frères qui se retrouvent de l'autre côté pour des faits que vous connaissez, pour des raisons que vous connaissez. Et donc, ces personnes, comme vous savez, l'Afrique est intimement liée à la nature.
Donc la plupart du temps, ces personnes sont donc vraiment dans des lieux plus ou moins peut-être reculés et autres. Donc il fallait reconnaître leurs droits donc, sur l'ensemble donc, de ces portions-là et comment ils contribuent donc, à la conservation de la biodiversité. Et le Togo, déjà même la nouvelle constitution donc, du 6 mai 2024 donc, a intégré donc, ces questions-là. Et vous avez vu déjà comment le ministre donc, chargé des Affaires étrangères, donc, sous bien entendu le leadership du chef de l'État, a porté cela au niveau de l'Union africaine. Oui, voilà. Donc c'est pour dire que c'est sur la même droite, avec des instructions depuis la capitale, donc on a pu porter donc, la position du Togo sur cette question et on a milité fortement pour que cette décision soit prise. Alors, deuxième élément sur lequel le Togo a porté donc, la position du groupe Afrique, c'est la reconnaissance des peuples autochtones et des communautés locales dans les instances ou en tout cas dans le mécanisme de gouvernance donc, de la Convention sur la diversité biologique. L'article 8J essentiellement consacré, l'article 8J donc, de la Convention est essentiellement consacré donc, aux peuples autochtones et aux communautés locales, notamment leur connaissance, la valorisation de leurs connaissances, leur contribution à la conservation de la biodiversité. Il fallait reconnaître cela. Depuis longtemps, on ne savait pas par quel mécanisme il faut les associer. Comment faire pour que ces communautés puissent être intégrées donc, dans le processus décisionnel de la Convention donc, à Cali. Donc cette décision-là a été prise et c'était le Togo qui parlait donc, au nom du groupe Afrique sur ces questions et on a eu également gain de cause sur cela. Le deuxième élément sur lequel nous avons été contributeurs vraiment à un niveau très avancé, donc c'est le point sur le financement, comme je le disais tout à l'heure, donc qui va également trouver son aboutissement donc, à Rome, on va en venir. Voilà. Est-ce qu'au bout de tout cela, on peut dire que les attentes du Togo ont été comblées? On peut répondre à l'affirmative parce que, comme je viens de le dire, les points même sur lesquels le Togo a porté le groupe Afrique, a porté la position du groupe, ont été donc vraiment, en tout cas, concluantes. Nous avons aussi l'autre objectif qui était de rencontrer les partenaires. Nous avons vraiment, à l'issue des discussions qui ont eu lieu, nous avons pu... vous savez, le Togo fait partie donc des pays généralement très visionnaires, où en tout cas on est souvent proactif sur un certain nombre de questions. Quand vous prenez, pendant que nous étions en train d'élaborer l'ASPAMB déjà, nous étions en train de réviser, le Togo a anticipé et a adhéré déjà à beaucoup d'initiatives, d'opportunités de financement. Ce qui n'était pas le cas pour d'autres pays, puisque quand nous étions à Cali, beaucoup ont vu que le Togo a été retenu dans tout le monde entier. On faisait partie des 7 pays retenus pour le premier projet qui devait être en tout cas financé par une initiative que nous appelons NBISAP Accelerator Partnership. Comment c'est fait pour que le Togo soit le seul pays de la sous-région qui fait partie? Les gens se posaient les questions. Voilà, donc on a eu à anticiper cela et effectivement nous sommes revenus de Cali avec vraiment une note de satisfaction. Et aujourd'hui l'implémentation de ce projet est en cours. Nous avons une association donc, des femmes qui va participer bientôt à une rencontre sûrement à Nairobi sur la formation puisque le projet porte sur l'égalité genre donc dans la conservation de la biodiversité. Vous voyez, donc ça, c'est une note de satisfaction. La deuxième note de satisfaction, qu'est-ce que nous pouvons dire? Le Togo a été pour la première fois retenu membre du bureau de la conférence. Et ça, c'est une première. Une première alors. Voilà. Donc, c'est une première. Donc, du point de vue du leadership et des efforts que la délégation du Togo donc, a en tout cas montré au cours donc, de ces débats, donc un des délégués donc, du Togo a été retenu par toute l'Afrique pour représenter l'Afrique au sein donc, du bureau donc, de la conférence. Alors, de façon générale, d'après ce qu'on a eu comme résultat final, la COP s'est soldée par un échec. Pourquoi les partis ne sont pas arrivés à s'entendre selon vous? Alors, la COP soldée par l'échec, peut-être qu'il faut nuancer cela, parce que disons que maintenant nous parlons COP 16.1 et COP 16.2. Voilà, justement. Voilà, donc si nous disons COP, ça voudrait dire que c'est la fin de la COP qui est soldée. Donc, disons qu'à Cali, la COP à Cali, donc la COP 1,
est soldé peut-être par un échec, entre guillemets, puisque c'est selon certains. Alors pourquoi certains acteurs pensent que c'était l'échec? Justement parce que tout ce que nous avons fait jusqu'au dernier jour devait être corroboré par le financement durable tant attendu. Et puisque ce fonds n'a pas été adopté, la décision sur l'institution ou la création d'un fonds spécial dédié à la biodiversité n'a pas été, en tout cas n'a pas connu son aboutissement. C'est pour cela que les acteurs estiment que c'était l'échec. Sinon, en réalité, il y a eu beaucoup de décisions, comme je l'ai bien illustré. Voilà, donc l'article 8J sur la reconnaissance des droits des communautés et des communautés locales dans les instances, donc dans les instances donc, de la CDB. Aujourd'hui, ça veut dire que nous avons maintenant un organe en bonne et due forme sur l'article 8J, c'est-à-dire qui va seulement se pencher sur des questions concernant comment la communauté internationale, comment les peuples autochtones et les communautés locales, donc la reconnaissance donc, de leurs droits et surtout la valorisation de leurs connaissances donc, traditionnelles dans la conservation de la biodiversité. C'est quelque chose donc, de très important. J'ai omis de le dire, à Kali, nous avons adopté un fonds. Il faut que les acteurs comprennent cela parce que en réalité, nous avons gagné 2 fonds. Le premier fonds a été adopté à Kali. Ce fonds, nous l'appelons fonds Kali parce que c'est là-bas ça a été adopté. Voilà. Donc vous voyez que cet aspect n'a pas été mis en exergue. Les gens n'ont pas compris qu'en réalité, on a gagné quand même un fonds avant de quitter Kali, même si on n'a pas gagné l'autre. Alors, le fonds Kali, c'est quoi? Aujourd'hui, nous parlons des ressources génétiques. Les ressources génétiques, donc c'est toute ressource, donc la biodiversité, à partir du moment où la biodiversité entre donc, dans le système, dans la chaîne, en tout cas de développement, au point d'aboutir à des avantages. Donc la commercialisation, le système de commercialisation, tant que le système économique donc, utilise la ressource, en ce moment, ça devient une ressource génétique. Quand vous prenez les entreprises cosmétiques, par exemple, il y a beaucoup de nos ressources donc, qui entrent dans le mécanisme de fabrication. Donc, ce sont des ressources génétiques. Il faudrait que, quand ces ressources quittent nos pays et vont donc dans les pays développés, qu'il y ait vraiment, lorsqu'il y a des avantages, que ces avantages-là soient partagés. C'est ça, c'est le troisième objectif donc, de la Convention sur la diversité biologique, l'accès aux ressources génétiques et le partage équitable des avantages qui en découlent. Alors, il s'est fait que le mécanisme qui est mis en place jusqu'à présent, c'est un mécanisme bilatéral. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient dans votre pays et qui pense prendre une ressource, ou bien que ce soit faune ou flore, dès lors qu'il sait qu'il veut en faire donc, un développement qui va aboutir à la commercialisation, il doit pouvoir le signaler et conclure un accord entre le pays, avec le pays, pour définir déjà comment la péréquation des avantages vont se faire. Pour permettre à ce que les communautés qui ont contribué à conserver cette ressource-là, pour quand même aussi avoir quelque chose. Et c'est ce qu'on appelle l'approche bilatérale. Mais il s'est fait que les ressources sont déjà presque parties. Quand ces ressources arrivent là-bas, ils ont la technologie pour pouvoir séquencer cela. Donc on parle donc de l'information du séquençage numérique. Donc l'ISN. Alors comment l'ISN va être géré maintenant? Quand la chose est séquencée, c'est que ça devient une information numérique qui peut être partagée à tout moment, pour lequel les gens, tout le monde peut avoir accès. Quand tout le monde a accès, comment on peut savoir que telle ressource, retracer la ressource pour savoir que la ressource là, ou bien le séquençage là est issu d'une ressource, résulte d'une ressource prélevée dans tel pays? C'est difficile de remonter. À partir de ce moment, ça veut dire qu'il y a des pertes pour la biodiversité, des pertes en termes de financement, des pertes pour les communautés locales, des pertes pour les États. C'est là où donc l'initiative de pouvoir avoir une décision qui va pouvoir définir un mécanisme multilatéral au niveau international sur le financement, en tout cas sur l'ISN, c'est-à-dire sur l'information du séquençage. Et là, ce qui a été retenu, c'est qu'il va y avoir un fonds multilatéral, c'est-à-dire un fonds qui est défini et l'ensemble des entreprises, toutes les entreprises, surtout les entreprises en tout cas, voilà, multinationales, elles doivent contribuer donc à financer donc, ce fonds-là. Donc ce fonds a été adopté, cette décision a été adoptée à Kali. C'est pour cela que nous appelons ce fonds le fonds Kali.
Et lors donc, de la deuxième partie, de la deuxième, le COP 16.2 à Rome, donc, il y a eu un lancement officiel donc, de ce fonds. Et aujourd'hui, nous n'avons pas encore les informations, les données, mais c'est évident que certaines entreprises ont commencé déjà, en tout cas les entreprises qui utilisent donc, les ressources, qui savent que leur système économique est fortement lié donc, aux ressources génétiques, donc ils commencent par verser donc, les fonds là-bas. Et ces fonds maintenant vont donc faire l'objet d'un partage donc, au niveau des différents pays. Mais pour le moment, je ne peux pas vous dire plus, puisque c'est à partir donc, des COP prochains qu'on va pouvoir définir le mécanisme de partage, comment le fonds là, va être vraiment utilisé. Quels sont les critères pour qu'un pays puisse avoir accès donc, au financement? Cela va être défini très prochainement. Donc, globalement, vous voyez que ce n'était pas forcément un échec. Il y a quand même beaucoup de choses. De points positifs à retenir. Tout à fait. Et justement, on a fait un constat que la plupart des COP qui se sont déroulés en 2024 étaient surtout axés sur le financement. Et vous venez de le dire, mais après Cali, les parties sont retrouvées dans un second temps à Rome, récemment en fin février 2025, pour reprendre des discussions. Et celles-ci ont abouti à un succès, si on peut le dire ainsi. Qu'est-ce qui a manqué à Cali et qu'on a retrouvé maintenant à Rome? Évidemment. Vous savez, la question sur le financement a été posée pendant longtemps. Dans presque toutes les conférences, le problème a été toujours posé. Et généralement, c'est l'Afrique qui soulève toujours la question. Puisque, comme je l'ai dit, l'article 21 de la Convention est clair. L'article 21 de la Convention dit que la Convention va établir un fonds, va instituer un fonds dédié à la biodiversité et sous le contrôle de la conférence. D'accord. Et dans les alinéas qui suivent donc l'article 21, le GEF va être désigné comme un mécanisme provisoire, c'est-à-dire le FEM, le Fonds pour l'environnement mondial, donc va être défini comme un mécanisme provisoire en attendant l'institution donc de ce fonds dédié à la biodiversité. Mais de vous et moi, vous comprenez que depuis 92 ou 93, disons, s'il faut tenir compte donc de la période d'entrée en vigueur de la Convention, jusqu'à présent, ce fonds n'a pas été mis en place. Et le mécanisme qui est considéré, qui est censé être un mécanisme provisoire, devient finalement le principe. L'accessoire est devenu le principe. Et c'est ce que l'Afrique a dénoncé pendant longtemps. Alors, pendant l'adoption, en tout cas au cours donc des négociations pour l'adoption du cadre mondial, l'Afrique a soulevé encore le problème. C'était à Montréal. Et on a dit non. Soit nous adoptons le cadre avec le fonds en question, ou on n'a pas de cadre. Et c'est là, à chaque fois que cette question est posée, les pays développés font tout pour faire, en tout cas, obstacle. Donc à cela, ils vont toujours démontrer combien le mécanisme, en tout cas existant, est très efficace. Voilà. Alors que les États africains ont soulevé beaucoup de problèmes par rapport donc, aux problèmes d'accès et tout. C'est vrai qu'il y a les questions d'ordre technique, les formations qu'il faut pouvoir répondre aux critères, mais il y a plein donc de raisons, notamment le fait que le FEM, par exemple, est sous la gouvernance d'autres instances. On nous dit que non, nous ne pouvons pas orienter les décisions du FEM. Mais si on ne peut pas orienter les décisions du FEM, mais autant avoir notre fonds pour que nos objectifs puissent vraiment rencontrer évidemment le financement nécessaire qu'il faut. Alors, donc à Montréal, l'Afrique a vraiment brandi cela, mais pour ne pas faire échec à l'adoption du cadre, parce que vraiment l'Afrique n'a pas voulu être comptée parmi, en tout cas ceux-là, qui seraient responsables donc, de l'échec de l'adoption du cadre. Pour le cadre, on a fait des concessions. Et ils nous ont fait savoir que non, on va discuter à la prochaine rencontre, à la prochaine COP, des questions de financement. Et donc, pour le moment, on adopte un fonds spécial pour le cadre mondial. Et c'est ce fonds dont j'ai parlé, donc du montant et tout, des 30 milliards de dollars d'ici à 2030, qui devait être financé au fur et à mesure. Alors c'est ça qu'ils ont brandi comme raison pour que la question de financement durable ne soit pas discutée et qu'on puisse en discuter à la prochaine COP. Alors la prochaine COP, c'est la COP qui s'est tenue à Cali. Et donc, là encore, ils ont voulu faire échec.
ils vont faire la question de prolongation et tout. Et bizarrement, vous allez voir que c'est cette question qui a été posée en dernière position. Et évidemment, jusqu'à 2 h du matin, le quorum n'était plus atteint. C'est-à-dire que pour que la décision soit valable, il faut au moins un certain nombre donc, de pays. Il faut la présence d'un certain nombre de pays. Et quand on voit le nombre de pays africains, quand même, on est quand même nombreux. Voilà. La plupart du temps, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que selon l'itinéraire donc des billets d'avion de certains, il fallait quitter plus tôt, etc. Et donc, évidemment, beaucoup sont partis. Puisque, en réalité, pour respecter les règles de procédure, normalement, la COP prend fin au plus tard, donc à minuit, puisque ça devait s'arrêter. Mais les règles de procédure permettent également au président de séance de pouvoir demander l'accord des États de pouvoir continuer les discussions ou en tout cas d'ajourner la réunion. Donc c'est ce qui s'est passé et je pense qu'au début donc, de minuit, il y avait quand même un peu le quorum. Ils ont continué, mais jusqu'à un moment donné, évidemment, il n'y avait plus de quorum. Et c'est pour cela que la question s'est arrêtée là. Mais Dieu voulant, l'Afrique n'a pas été dupe. Nous avons exigé à examiner la question de financement concomitamment avec le cadre de suivi. Le cadre de suivi, c'est quoi? C'est le mécanisme des indicateurs, tout ce qu'il faut pour mesurer la réalisation des pays, des États par rapport au cadre mondial pour la biodiversité. Donc, on leur fait savoir que si nous n'avons pas le fonds, donc le cadre aussi, le mécanisme de suivi, on n'aura pas aussi. Et donc, si on n'a pas le mécanisme de suivi qui permet de suivre la réalisation, donc le cadre, c'est l'échec alors. Et donc, c'est ça, ces 2 aspects fondamentaux donc, qui vont être discutés donc, à la COP 16.2 à Rome. Voilà. Est-ce qu'une petite question, est-ce qu'il était prévu de jouer cette deuxième partie-là à Rome après la clôture des travaux à Cali? Non, évidemment, non, au départ, sur le champ, ce n'était pas décidé comme ça. Parce que dans les règles de procédure, il revient au président donc, de la conférence de pouvoir discuter, en tout cas avec le bureau de la conférence, de voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Et généralement, en tout cas c'est une première, c'est vrai, les règles de procédure permettent à ce qu'il y ait une deuxième réunion pour pouvoir épuiser donc, les questions qui sont restées donc, en suspens. En suspens. Et de façon concrète, pour le commun des mortels, si je peux le dire ainsi, qu'est-ce que la délégation togolaise a ramené pour le pays? Bon, pour ne pas me répéter, je pense que je peux dire que nous avons quand même réussi, nous avons contribué à faire rayonner donc l'image du pays au niveau international. Donc, à Rome, par exemple, nous avons salué la présence de l'ambassadeur, le chargé d'affaires donc de France, qui est venu soutenir la délégation du Togo. Il était chef de délégation, et j'étais donc le chef de délégation adjoint. Et donc, c'était vraiment une équipe très appréciée. Et nos interventions ont contribué vraiment à faire avancer la position de l'Afrique, surtout sur la question de l'interprétation qu'il fallait faire donc, de l'article 21 donc, de la Convention. Parce que cela est clair, nous avons insisté sur le fait que les autres pays devraient comprendre que ce n'est pas maintenant que nous discutons de s'il y a lieu d'instituer le fonds ou non. Parce que c'est écrit noir sur blanc que le fonds est institué. Et juridiquement, tout le monde sait que quand une disposition juridique parle au présent, c'est que la chose existe déjà. Donc, on l'a institué. Maintenant, c'est à le mettre en œuvre en réalité. C'est la mise en œuvre, tout simplement. Donc, la question ne devait pas être sur le fait qu'il faut décider s'il faut instituer ou non. Le fonds est déjà institué. Il faut simplement le mettre en œuvre. Et donc, avec cette intervention, les débats étaient clos. Et il fallait évidemment aller discuter pour voir quelle formule il faut trouver pour que cela soit en tout cas acceptable pour les différentes parties. Nous avons aussi parlé du fait que aujourd'hui, le Togo a pu quand même avoir un projet, il fait partie des premiers projets qui sont mis en œuvre, et du fait également que nous sommes retenus donc, pour faire partie du bureau futur donc, de l'Afrique, une première donc, depuis que la Convention existe. Alors, on revient au Togo avant de terminer cette émission. Parlez-nous des actions déjà menées par les autorités togolaises pour protéger la biodiversité et dont on peut s'en féliciter déjà.
Effectivement, le Togo, pour être honnête, le gouvernement n'a pas attendu forcément qu'il y ait le nouveau cadre mondial pour prendre des initiatives vraiment allant dans le sens de la conservation de la biodiversité. Vous prenez la feuille de route, déjà, pour être très pratique et récent, la feuille de route gouvernementale a prévu donc un certain nombre de mesures. Quand vous prenez le projet 35 met en exergue deux éléments importants, la protection côtière, l'extension du couvert forestier. Vous avez les questions liées à la restauration du paysage forestier. Et donc, le Togo, aujourd'hui, avec ce cadre, a pu donc définir son SASPAM-B aligné sur déjà les orientations que le gouvernement a données dans la feuille de route. Nous pouvons dire que le Togo fait partie des premiers pays également à définir ses cibles. Aujourd'hui, le Togo a sa SPAM-B, la SPAM-B a défini 25 cibles pour mettre en œuvre les 23 cibles. Vous voyez. Et donc, à Kali, comme je l'avais dit, donc le chef de délégation, Madame Dr Atoutonou, donc avait présenté l'état des lieux et l'avancée du Togo dans la définition de ces cibles. Et on faisait partie de la liste des États qui ont répondu à leurs obligations. Vous voyez. Donc le Togo est vraiment avancé en ce sens. Au niveau de la SPAM-B, nous avons beaucoup de mesures qui sont prévues, aussi bien pour l'amélioration des conditions de vie des communautés. Vous avez les questions liées à la création d'une aire marine protégée, par exemple, qui fait partie des points clés de cette SPAM-B-là. Nous avons beaucoup d'autres mesures d'ordre juridique pour pouvoir accompagner les mesures, l'ensemble des mesures que le gouvernement va mettre en place. J'en veux pour preuve les projets de loi déjà qui sont en cours, notamment le projet de loi sur les changements climatiques. Récemment, nous étions déjà à l'Assemblée pour que cela soit discuté et que les parlementaires puissent procéder à l'adoption de cette loi-là. Vous avez le projet de loi sur les aires protégées qui est également déjà soumis aux élus de la nation. Vous avez le projet de loi aussi sur la protection de la biodiversité, donc les questions liées à la CITES, c'est-à-dire le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage. Toutes ces mesures-là sont des mesures qui doivent accompagner et permettre à ce que le Togo puisse vraiment répondre à ses obligations vis-à-vis de la Convention. Alors on peut dire alors, au vu de tout ce que vous venez de nous dire, que le Togo est une référence alors en matière de biodiversité. En matière de biodiversité, c'est vrai que nous avons quelques difficultés liées peut-être à la gestion. Par exemple, quand je prends les aires protégées, nous avons dans le temps des difficultés en termes de capacité de mobilisation de ressources dues au fait que nous n'avons pas une instance ou en tout cas une structure autonome de gestion des aires protégées. Aujourd'hui, la question est levée parce qu'il y a un décret en 2023 qui a été déjà adopté par le gouvernement pour instituer un cadre, en tout cas une structure spéciale dédiée à la conservation de la biodiversité que nous appelons l'ONAP, donc l'Office national de gestion des aires protégées, qui va être opérationnalisé sûrement dans les jours à venir. En ce moment-là, j'évitais la question des références parce qu'il y a aussi ce côté qu'il faut prendre en considération. Mais sur le plan de la mise en œuvre du cadre mondial, évidemment, nous pouvons dire que nous faisons partie, en tout cas dans la sous-région, pour ne pas être trop prolixe, voilà, dans la sous-région qu'on est quand même très avancé. La preuve, il y a certains pays voisins qui demandent notre expertise, qui demandent de pouvoir les appuyer. Voilà. Et la stratégie mise en place par le Togo, notamment le fait que nous avons associé non seulement les universitaires, mais également tous les acteurs. Donc, en tout cas, aussi bien des différents sectoriels que aussi les communautés et les organisations de la société civile. Alors, Monsieur Anté, nous tendons vers la fin de cette émission. Si vous avez un dernier mot, quel serait ce mot et à qui serait-il adressé? C'est un dernier mot, ça serait très difficile de trouver le destinataire direct. Mais je peux dire que je préfère avoir peut-être 2 à 3 mots et à plusieurs destinataires. On vous les accorde alors. Ouais.
Vous voyez, peut-être d'abord remercier donc, le gouvernement en premier lieu vraiment pour les efforts qui sont faits dans ce domaine. Parce que si le gouvernement n'a pas à cœur donc, ce problème, vous les acteurs, nous les acteurs qui travaillons dans le domaine, on connaît, on comprend un peu la situation, mais si eux, ils ne prennent pas à bras le corps donc cette problématique, évidemment tous nos efforts et tout ce qui serait fait serait inutile. Après, vous avez vu que après donc tous les efforts qui ont été faits par la délégation, en tant que techniciens, nous ne sommes que des techniciens, mais nous avons été appuyés par donc, le ministère des Affaires étrangères, donc à la deuxième partie, avec la présence du chargé d'affaires. Voilà. Vraiment, ça a permis de rehausser le niveau de considération. Parce que généralement, quand vous êtes représenté au plus haut niveau, c'est un message pour la communauté internationale parce qu'ils comprennent que l'État ou le gouvernement vraiment prend à cœur donc, en tout cas la question, la problématique donc, de conservation donc, de la biodiversité. Alors donc c'est pour cela que je tiens vraiment à exprimer cela et surtout avec tout ce qui est fait pour permettre à ce que le cadre mondial soit un succès et notamment pour notre SPAMB. Je vais parler donc de l'ensemble des mesures législatives qui sont en cours. Donc ça, c'est mon deuxième message à l'égard donc des parlementaires qui vont accélérer donc ce processus pour nous permettre d'avoir vraiment un cadre juridique. En tout cas, parce que toute action doit avoir un fondement juridique. Quand vous n'avez pas un fondement juridique, c'est difficile d'avancer. Donc aujourd'hui, on a vraiment besoin donc de ces différentes lois-là pour que la question de la conservation de la biodiversité devienne vraiment une réalité. Le troisième message, si vous me permettez, va donc à l'endroit donc de la société civile, les ONG, en tout cas tous les autres acteurs. Parce que la question de la biodiversité, ce n'est pas une question de l'État uniquement. Il faut vraiment que la communauté dans son ensemble puisse contribuer donc, à la mise en œuvre donc, de ce cadre. Déjà à vous, puisque les médias, vous voyez que c'est une manière de contribuer à cela. Si les gens sont aux confins de l'information, si les gens ont l'information, je me dis que peut-être prochainement, vous allez inviter la directrice des ressources forestières, mais je ne sais pas quoi, en tout cas un acteur spécialisé sur ces questions donc, de biodiversité également, pour aller dans les détails, voilà, pour pouvoir permettre à la population de mieux cerner les efforts qui sont faits et ce qui est défini comme mesure. Parce que les mesures qui sont définies, ce n'est pas seulement l'apanage de l'État. C'est pour que toute la société dans son ensemble puisse contribuer. Donc nous avons des groupements de femmes, vous avez beaucoup d'acteurs qui contribuent à cela et le Togo, en tout cas au niveau du gouvernement, fera quand même autant que possible des efforts nécessaires pour mobiliser davantage des financements, au travers bien entendu des projets. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de faire ces différentes formations. Nous sommes en train de voir comment rehausser notre niveau de capacité d'élaboration des projets pour soumettre. Parce que tous les fonds dont je suis en train de parler, on ne va pas juste comme ça avec un plat pour qu'on nous serve. Il faut, le plat ici, c'est le projet que vous élaborez. Voilà. Alors, M. Anté, nous vous remercions et nous vous félicitons également pour les efforts déjà consentis et nous espérons que les projets en cours vont aboutir pour une biodiversité plus reluisante et qui permettra à nos populations également d'en tirer profit. Merci. C'est moi qui vous remercie pour l'invite. Et chers téléspectateurs, c'est sur ce message que nous refermons cette émission. Merci de votre aimable attention. Excellente suite de nos programmes sur Green TV International.